Alors, je ne vous ai pas parlé de ça jusqu'à présent, mais je pense qu'on peut en dire un tout petit mot. C'est la différence entre sédimentologie, c'est-à-dire l'étude des sédiments actuels, et la pétrologie sédimentaire. La pétrologie sédimentaire, c'est l'étude des roches sédimentaires. En fait, la question, c'est quand est-ce qu'un sédiment devient une roche sédimentaire? Alors, on a vu que les roches sédimentaires pouvaient être meubles, donc on peut très bien avoir un sable qui est une roche sédimentaire et qui n'est pas un sédiment. En fait, la différence, c'est qu'un sédiment est quelque chose qui est toujours en relation avec son milieu de dépôt. Le sable sur la plage peut être trituré, remanié, remis en suspension par les vagues, tandis qu'un sable dans une carrière sera définitivement isolé de son milieu de dépôt. Alors, les sédiments détritiques se déposent dans une grande variété d'environnements. Ils sont présents tout autour de nous, depuis les dunes jusqu'au fond océanique. Et on a vu précédemment que leur nature dépend en grande partie des caractéristiques de l'agent de transport, son type, sa vitesse, sa turbulence, etc. Alors on va faire une balade dans les sédiments détritiques et on va partir de la source et aller progressivement jusque dans le fond des bassins sédimentaires. Alors, les dépôts continentaux résiduels, c'est ce qu'on appelle en général des altérites, c'est-à-dire des sédiments détritiques qui sont restés sur place, qui n'ont pas été érodés. Ils sont rares dans l'histoire géologique car souvent remaniés au cours des épisodes transgressifs. Alors on va s'intéresser maintenant à quelque chose de plus normal, c'est-à-dire tous les sédiments détritiques qui ont été érodés et qui ont fait l'objet d'un cycle de transport. Alors en général, le début de l'histoire de ces sédiments, c'est la montagne. Les processus dominants sont en général des processus d'érosion physique, comme la gélifraction, l'usure glaciaire, l'action du vent, etc. Et pour l'illustrer, j'ai mis une roche qui a été polie par l'action de la glace et sur laquelle on voit également des stries glaciaires. D'une manière générale, dans les zones sources, les sédiments sont immatures. Ça veut dire que ils sont diversifiés, ils contiennent encore des lithologies relativement fragiles, ils sont peu arrondis et ils sont peu triés. Les dépôts caractéristiques, qui sont finalement les premiers dépôts dans l'histoire de nos sédiments, ce sont les dépôts d'avalanche, c'est ce que vous voyez sur la diapositive, et les moraines. Finalement, le premier grand corps sédimentaire à se mettre en place, c'est ce qu'on appelle les cônes alluviaux. Donc les cônes alluviaux se forment quand un torrent sort de la chaîne de montagne avec énormément de matériel transporté, arrive dans une plaine et donc va déposer un maximum de sédiments. C'est ce que vous voyez ici. Et ces cônes alluviaux sont caractérisés par une alternance de débris-flots, d'écoulement de débris, qui se mettent en place quand on a des crues. Et souvent, en fin de crue, il y a des écoulements temporaires, mais là de type fluvial qui se mettent en place. C'est ce qui est un peu plus clair sur le cône alluvial que vous voyez ici. D'une manière générale, les cônes alluviaux sont encore caractérisés par des dépôts immatures, avec beaucoup de matrices et des éléments qui ont encore une taille assez impressionnante. Je vais chaque fois essayer de vous montrer des exemples anciens des corps sédimentaires dont on parle. Ici, c'est un conglomérat de la formation de marteau, c'est du Dévonien inférieur dans la vallée du Nain-Glinspot, et on peut voir le caractère grossier, mal classé et peu arrondi. Tout ça, ce sont des éléments qui signalent une immaturité assez importante, et donc il s'agit d'un paléocône alluvial. Alors, au sortir de la chaîne de montagne, les écoulements sont encore temporaires et on va assister à la formation de ces cours d'eau temporaires qu'on appelle aussi des ouettes.
Donc, ce sont des cours d'eau où la charge sédimentaire est encore importante. Hein, voilà l'Oued, il est à sec évidemment pendant une partie parfois importante de l'année. Et voilà un exemple ancien de ce type de dépôt. Hein, c'est encore relativement mal trié, on voit des galets et on voit aussi du grès, mais on est dans quelque chose déjà de plus mature que le cône alluvial, puisque vous pouvez constater que les galets sont nettement mieux arrondis. Alors pendant que les oueds sont à sec, pendant une partie qui peut être importante de l'année, le vent souffle et va emporter la fraction la plus fine. Et puis il va, avec un ralentissement de sa vitesse, déposer ces sédiments relativement fins sous forme de dunes. Voilà des Barkhanes ici en Mauritanie. Et voilà un équivalent ancien très spectaculaire dans le Jurassique du Navajo Sandstone aux États-Unis. Donc il s'agit vraiment de dunes fossiles. Comment est-ce qu'on reconnaît les dunes dans l'enregistrement géologique? C'est la pente des différentes unités qui est très forte, qui est beaucoup plus forte que la pente des dunes sous-marines, et l'absence aussi de terriers, l'absence de fossiles de type coquillage ou autres qui sont beaucoup plus courants en milieu marin. Alors vers l'embouchure de ces rivières, le débit va se régulariser progressivement, la pente va diminuer et la quantité de matériel transporté va diminuer également. Donc on va avoir des sédiments plus fins et plus matures. Voilà ici, en Nouvelle-Calédonie, un exemple de plaine alluviale et de chenal. Dans les plaines alluviales se déposeront des sédiments très fins, avec formation de sol, et dans les chenaux se déposent des sédiments un petit peu plus grossiers qui peuvent aller jusqu'à la granulométrie du sable. Voilà un très bel exemple ancien de chenal et de plaine alluviale. Donc il s'agit bien d'une coupe ici. Vous voyez des couleurs différentes. Le jaune représente des chenaux, le bordeaux représente la plaine alluviale, et vous avez aussi en noir ou en gris foncé ce qu'on appelle des dépôts argileux riches en matière organique de méandres abandonnés. Alors je vais mettre ça en évidence sur la diapo, voilà, avec les différentes unités, chenaux, plaine alluviale et méandres abandonnés. Je vous le remontre encore une fois. Alors au milieu, il y a une petite faille, mais qui est postérieure, bien sûr, au dépôt de ces différents corps sédimentaires. Une fois qu'on arrive au littoral, la maturité et le tri va augmenter extrêmement rapidement. On va avoir des sédiments qui vont devenir beaucoup plus matures parce qu'ils sont triturés en permanence par les courants et par les vagues. Et on va voir aussi une répartition granulométrique en fonction de l'énergie du milieu. Sur cette plage, vous voyez le cordon de galets, donc la fraction la plus grossière qui est en haut de plage et qui correspond aux tempêtes. Alors voilà un schéma qui va nous permettre de structurer un petit peu mieux les différents environnements de type littoral. Si on commence à droite par la dune, on va d'abord traverser une zone qui n'est atteinte que par les marées exceptionnelles. C'est ce qu'on appelle la zone supratidale. Ensuite, on rentre sur l'estran, la zone qui est balayée par la marée 1 à 2 fois par jour. C'est ce qu'on appelle la zone intertidale. Et on arrive ensuite dans la zone subtidale qui n'est découverte que par les marées exceptionnellement basses. Alors, plus au large, on doit changer de paramètre pour distinguer les différents environnements, et on utilise en fait l'action des vagues. Alors, comme le montre le petit schéma, l'action des vagues diminue en profondeur, et la profondeur d'action maximale est liée à la moitié de la longueur d'onde des vagues.
Donc on peut concevoir que pendant une période de beau temps, avec des vagues de longueur d'onde relativement courtes, on va influencer une partie de la zone subtidale jusqu'à une profondeur qui dépend évidemment du type de côte, mais on peut dire entre 5 et 25 mètres, que en dessous d'une profondeur plus importante, 50-100 mètres, on n'aura pas d'influence des vagues, même des vagues de tempête, c'est ce qu'on appelle l'offshore ou le large, mais que entre ces deux limites, on va avoir une zone où, pendant la plus grande partie du temps, pendant les périodes de beau temps, il n'y a pas d'influence des vagues, le fond est calme, et quelques jours par an, lors des tempêtes, la longueur d'onde des vagues augmente et donc leur profondeur d'action aussi augmente. Et pendant ces journées de tempête, le fond va être perturbé par leur action. Alors voilà des exemples de dépôts liés à chaque type d'environnement littoral. Donc on commence par la zone supratidale. En milieu tempéré, cette zone supratidale est en général couverte par ce qu'on appelle des herbus. On parle aussi de schorre. Alors, il s'agit d'une zone qui n'est envahie que rarement par la mer, mais les plantes sont quand même des plantes qui sont amenées à tolérer une certaine salinité. On parle de plantes halophiles. Alors l'énergie du milieu est faible, donc les dépôts sont des dépôts de faible granulométrie, souvent des vases. Donc à droite, c'est un paysage d'herbus, à gauche, vous avez un sondage dans un de ces environnements d'herbus avec trois types de sédiments. En jaune, c'est du sable, ça correspond en général aux chenaux de marée les plus importants. En gris clair, c'est de la vase. Et en noir, c'est de la tourbe qui est liée à l'accumulation de matière organique par les plantes des herbus. On passe à la zone intertidale qui est occupée en général par des sables avec beaucoup de figures sédimentaires. Rappelez-vous ces figures liées à des courants ou à l'action des vagues, ces figures sédimentaires. Pour rappel, se retrouvent dans l'ancien et permettent justement de caractériser cette zone intertidale. Le sédiment est très mobile, il est remanié, transporté lors des marées. On passe ensuite à la zone d'action des vagues de tempête. Donc là, on a une alternance qui est très typique de sédiments fins qui correspondent à la décantation pendant les périodes de beau temps, là où les vagues n'atteignent pas le fond marin, et puis des dépôts plus grossiers, comme les bancs de grès que vous voyez dans la photo à droite, des dépôts plus grossiers qui correspondent aux périodes de tempête. Alors ici, comme pour les turbidites, on en a déjà parlé, le temps n'est pas réparti de manière uniforme dans ce genre de dépôt, puisque les dépôts fins peuvent correspondre à plusieurs mois de beau temps, tandis que les dépôts plus grossiers, les grès, correspondent en général à des périodes qui ne dépassent pas 24 heures. C'est la période pendant laquelle la tempête est active. Et puis on passe au large, donc là on est dans un milieu qui n'est jamais atteint par les tempêtes et on n'a que de la décantation argileuse. Alors je vous ai pris comme exemple un schiste du Dévonien inférieur, un schiste fin. Si on quitte la plateforme continentale et qu'on passe le talus, on va arriver dans le bassin et la sédimentation détritique est présente également dans les bassins par décantation. Donc ça, c'est une sédimentation très lente, mais également par des apports beaucoup plus importants de sédiments détritiques qui viennent de la plateforme et qui sont transportés sous forme de grain flow, de débris flow, donc d'écoulement de débris, ou de turbidite.